la Côte d'Ivoire pour parler de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, là où je vous parle, les amis, est sur une chaise éjectable. Monsieur Ouattara est paniqué. Pourquoi Monsieur Ouattara est paniqué? Parce que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, il y a des minorités, ce qu'on appelle ado-moutons, qui suivent Alassane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara est dans une situation très difficile aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est dans une situation compliquée. Je vais essayer de développer avant d'arriver dans le fond du sujet. Vous savez, quand la France, à travers Jacques Chirac, a essayé et Nicolas Sarkozy ont imposé Alassane Dramane Ouattara comme président en Côte d'Ivoire, l'idée, c'était de continuer l'exploitation de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'avec Bédié, ça devrait continuer. Bédié qui était le fils de Félix Houphouët-Boigny. Mais Bédié est arrivé, il a commencé à signer certains contrats avec les Américains. Chirac et les autres se sont fâchés. Donc ils sont derrière le coup d'État de Robert Gueye contre Bédié. Robert Gueye est allé en France. Quand il rentre de la France, il y a eu coup d'État. On lui a donné le pouvoir. Robert Gueye donc a été conseillé par la France de rester au pouvoir. Et Robert Gueye a écarté Alassane et les autres. Il est allé aux élections avec Gbagbo. Pour la France, c'était quelque chose de normal parce que Gbagbo, il a fait ses études en France, une partie de ses études en France. Et comme on ne connaissait pas très bien Gbagbo, c'est pas grave, il n'a pas d'acquaintance avec les autres puissances. Donc, c'était possible. Bédié allait aux élections, il a perdu ces élections-là. Il a voulu rester, mais les Ivoiriens se sont levés et Gbagbo est devenu président. Gbagbo président, donc maintenant, les gars commencent à se voir, mais c'est compliqué pour nous. Gbagbo, son discours, sa façon de faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce monsieur qui est parti du Fonds monétaire international, qu'on a imposé sa nomination à Félix Houphouët-Boigny pour gérer la primature ivoirienne parce que le fonds PPTE, il va pouvoir gérer bien la dette, l'économie ivoirienne. Ouattara a été recruté par les Américains et la France pour détruire l'économie ivoirienne. Parce qu'en 1981, quand Valéry Giscard d'Estaing arrive en Côte d'Ivoire, il voit l'avancement, le progrès dans les infrastructures qu'a fait Félix Houphouët-Boigny. Il est dépassé. Il s'est dit, si ça continue comme ça, les autres pays africains auront des problèmes avec nous. Donc, du coup, il faut détruire cela. Et Valéry Giscard d'Estaing aurait contacté Gbagbo à cette époque pour le préparer à faire un coup d'État pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Mais le président Laurent Gbagbo avait dit non. Laurent Gbagbo avait dit qu'il ne veut pas prendre le pouvoir par les armes. Et il reste dans cette posture-là jusqu'à aujourd'hui. Ouattara avait fui. Il est allé au Niger. Au Niger, c'est les Nigériens qui payaient l'hôtel à Ouattara. Il n'avait rien. C'est étonnant aujourd'hui de voir son attitude. Mais bon, l'ingratitude, c'est quelque chose qu'on reconnaît. À Ouattara, il est tellement ingrat. Il faut regarder avec Guillaume Soro et les autres. Il est ingrat. Il n'est pas quelqu'un qui respecte sa parole. C'est Alassane Dramane Ouattara pour vous. Donc la France le prend en disant, ok, Gbagbo qui est un peu souverainiste, il n'était pas totalement souverainiste. Il pense aux Ivoiriens et il pense, bon, on veut quelqu'un qui va penser à nos intérêts d'abord. Et cette personne, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que de façon dramatique, il a endetté la Côte d'Ivoire. Ouattara est parti de la Banque mondiale et il arrive où, les amis? Au Fonds monétaire international. Donc, il est dans les institutions de Bretton Woods. Donc, c'est quelqu'un qu'on a formaté le cerveau. Ouattara réfléchit comme les Blancs. Il réfléchit sur la pérennisation de franc CFA, sur tout ce que les Blancs ont fait. Donc, leur stratégie pour l'Afrique, c'est comme ça que le monsieur réfléchit. Et ce monsieur continue de réfléchir comme ça. Mais l'Afrique a changé. Donc, Alassane Dramane Ouattara, en 2010, devait aller aux élections. L'erreur de Gbagbo, c'est d'accepter les élections. Hein. Parce que Gbagbo, normalement, devrait refuser les élections en parlant de réconciliation jusqu'à la paix totale. Mais le pays était divisé en deux. Une partie était contrôlée par Guillaume Soro et ses bandits, les forces nouvelles. Et donc, par ricochet Ouattara, Alassane Dramane. Et l'autre partie par le gouvernement ivoirien. Si Gbagbo disait non, il faut la réconciliation, il faut que le gouvernement, les autorités travaillent partout dans le pays,
Ça devait régler l'affaire. Mais il a cru que tout le monde était comme lui. Donc il a accepté cela. Ils sont allés aux élections. Gbagbo a gagné ces élections. Maître Vergès l'a dit. Robert Bougie l'a dit. Les Français ont dit, parce que c'est eux qui ont continué ces élections-là, même avec la fraude massive, Gbagbo a gagné les élections. Chirac était déjà parti, qui avait bombardé la flotte ivoirienne. Nicolas Sarkozy, le brigand, le voyou, était arrivé donc au pouvoir. Il a dit, Gbagbo, il a envoyé un message à Gbagbo à travers Robert Bougie, s'il n'accepte pas de quitter le pouvoir, il sera vitrifié. Et Sarkozy a appelé qui? Goodluck Ebele Jonathan, l'ancien président du Nigeria. Sur Yar'Adua, parce que Yar'Adua était mort, après Goodluck Jonathan est devenu président. Et Goodluck Jonathan, à travers la CEDEAO, a commencé à menacer Laurent Gbagbo. Commencer à menacer Laurent Gbagbo, menacer la Côte d'Ivoire. Oui, voilà les intellectuels africains qui reçoivent des ordres de la France. Vous avez un pays de 200 et plus et poussé des millions de personnes et qui est immensément riche avec un pays de 65 millions d'habitants. Et le président de ce pays-là appelle un président comme Goodluck Jonathan pour lui donner des ordres. Donc vous voyez que le complexe de certains de nos dirigeants est quand même frappant. Et là, les gars ont préparé leur coup d'État. Ils ont installé Ouattara à l'hôtel de Golfe et l'ONUCI, M. Choi et les autres, ils sont entrés en mouvement. Il y a une tunnel qui part de la présidence ivoirienne jusqu'à l'ambassade de la France. Cette tunnel avait été bloqué, bétonné par Laurent Gbagbo qui ne voulait pas que la présence ivoirienne soit la cuisine de la France où l'ambassadeur peut traverser tout moment pour venir voir le président. Ils ont tout fait pour exploser ça, dynamiter cela pour venir capturer le président Laurent Gbagbo. Donc les militaires français ont capturé le président Laurent Gbagbo. On l'a amené à l'hôtel de Golfe où résidait qui? Ahmed Bakayoko, qui est parti, qui est mort. Aussi, il a subi l'ingratitude d'Alassane Dramane Ouattara et Photocopie, qui est le ministre de la Défense ivoirien aujourd'hui, qui se pavane partout dans le monde pour aller voir les pays qui vendent les armes à l'AIS, pour les dire non, ne vendez pas les armes à l'AIS. Voilà un autre criminel, les amis. Peut-être c'est lui que Ouattara est en train de préparer pour qu'il puisse le remplacer. Mais ça ne va pas passer. C'est comme ça que on arrête Gbagbo. Et les premières images que j'avais vues, c'est France 24 à l'époque qui avait montré. Et il y a une dame qui présentait le débat sur France 24 qui s'appelait Vanessa Brugade. Pour les jeunes, ils ne vont pas comprendre. Vanessa Brugade a montré ces images et après on a censuré les images. Après on a commencé à dire les rebelles. Les rebelles n'avaient pas la capacité d'arrêter le président Gbagbo. C'est la France qui l'a fait. Et il est resté digne. Il a passé 10 ans à la Cour pénale internationale et il est sorti indemne. Il a été blanchi. Maintenant, si Laurent Gbagbo est blanchi, ça veut dire que le criminel, c'est Ouattara. Parce que dans cette guerre, il y a quelqu'un qui était dans la rébellion et l'autre qui était président du pays, qui devait défendre les intérêts du pays. Alassane Dramane Ouattara a été donc aidé par la France et l'autre criminel, l'assassin de Thomas Sankara, que j'appelle Blaise Compaoré, son nom même me donne la nausée. C'est comme ça qu'il arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est au pouvoir en Côte d'Ivoire, installé par la France, c'est la tyrannie totale. La tyrannie totale. Les chaînes de télévision ivoiriennes, Live TV, appartiennent à quelqu'un qui travaille à la présidence ivoirienne. Donc, ça appartient à Alassane Dramane Ouattara. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, appartient à la dame de Alassane Dramane Ouattara. À l'époque, avec Ahmed Bakayoko, Nostalgie et autres, c'est le même groupe. Donc, voilà des gens qui sont là, en train de contrôler tout, mais qui prétendent souvent, non, sans nous, c'est pas nous, et on est fait. Alassane Ouattara, c'est un danger pour l'unité africaine, c'est un danger pour le développement en Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens prétendent, Alassane Ouattara a construit, il a fait ceci, les routes à Abidjan, mais Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est Korogo, c'est Bouaké, la Côte d'Ivoire, c'est Daloa, la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Vous ne pouvez pas endetter le pays à l'auteur de 35 000 milliards. Et vous utilisez 3 000 milliards pour construire les infrastructures à Abidjan. Et vous dites que vous avez fait un travail dans ce pays. C'est du cache-sexe. Et on n'a pas besoin de ça. Les différents rapports qui sortent aujourd'hui disent clairement que la Côte d'Ivoire est le pays que les jeunes de l'Afrique subsaharienne partent beaucoup plus en aventure. Si le pays va bien,
Si le pays est bien géré, vous pensez que les Ivoiriens vont quitter leur pays où ils ont leur job, ils vivent bien pour aller ailleurs souffrir? Moi qui ai fait la plupart des pays en Occident, je sais de quoi je parle, je connais la précarité, je connais la souffrance que la diaspora. C'est-à-dire que les gens ont parfois 5 jobs, 6 jobs. J'exagère peut-être, mais ils ont plusieurs jobs pour arriver à souvenir aux besoins de ceux qui sont en Afrique. Donc quand vous avez un frère qui est en Europe, qui vous envoie 50 euros, il ne faut pas essayer de parler quelque chose. Il faut vraiment le féliciter. Si vous avez un frère aux États-Unis qui vous envoie 100 dollars, il faut le dire merci beaucoup, hein, parce que ce n'est pas facile. C'est très difficile. Je dis encore, c'est très difficile. C'est tel que difficile et c'est difficile. Surtout avec la guerre en Ukraine aujourd'hui. C'est compliqué pour la diaspora. Donc la diaspora est en train de faire un travail formidable. Quand vous voyez donc les activistes dans la diaspora qui parlent du changement, il faut les comprendre. Hein, parce qu'ils sont dans une situation très difficile. Certains sont hautement qualifiés. Ils ont des meilleures qualifications. Ils sont là en Occident. Ils ne trouvent pas le bon job. Ils se battent comme ils peuvent. Et ils regardent derrière, ils voient le pays. Des gens qui sont en train de dilapider les ressources du pays. Et ils ne peuvent pas rester les bras croisés. C'est un problème. C'est un problème. Ils ne peuvent pas continuer d'accepter cela. Nous ici, c'est difficile pour nous. C'est compliqué pour nous. Mais on voit les opportunités. C'est des Caucasiens. La France va venir avec les Français pour travailler. On signe des accords avec la Chine. La Chine vient avec les Chinois pour travailler dans leurs projets qui nous concernent. Et on a des vassaux, des sous-préfets qui acceptent cela. J'ai applaudi ce qui s'est passé au Niger avec le président Bazoum qui a dit non à cela, qui a dit aux Chinois de partir chez vous. On a besoin de jobs ici, vous ne devez pas venir nous prendre nos jobs. On a des projets ensemble, d'accord, mais l'emploi jeune aussi très important pour nous. Donc les amis, nous devrons nous respecter. Mais si on a des gens comme Alassane Dramati Ouattara, on ne peut pas se faire respecter. Donc il y a une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et à l'heure où je vous parle, Alassane Dramati Ouattara a toujours peur. Il a un peur bleu. Parce qu'au sein de l'armée ivoirienne, aujourd'hui, les amis, il y a des souverainistes. Il y en a qui refusent ces différents plans de déstabilisation de l'Afrique. Il y en a qui sont même contre tout ce plan de déstabilisation du Sahel, de l'AIS, au sein de l'armée ivoirienne. Donc ça fait peur à Alassane Ouattara. Et ça fait peur aussi en partie à la France. Parce que la France veut tout contrôler, veut contrôler cette situation. La situation est telle que si ça bascule, comme c'est en train de vouloir basculer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les autorités, ça peut être militaire ou civil, tout de suite vont rejoindre l'AIS. Et la Côte d'Ivoire a peur. Parce que la Côte d'Ivoire perd trop aujourd'hui. Les recettes douanières, ça représente à peu près 50% des pays intérieurs bruts de la Côte d'Ivoire. Si le Mali ne l'utilise pas le port d'Abidjan, le Burkina ne l'utilise pas alors qu'il l'utilisait hier, c'est un gros manque à gagner. Et tout cela, c'est à cause d'un homme qui se dit intellectuel, qui dit qu'il est le plus grand économiste en Afrique, qui dit qu'il est dans la stupidité économique. Il est dans la myopie politique. Et on comprend, parce qu'il est simplement un pion de France-Afrique. C'est le Mbongo. Il croit qu'il est le père Mbongo aujourd'hui parce que Oman Mbongo était, oui, France-Afrique, 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 la France-Afrique d'abord, Oufoué-Bagne était là, France-Afrique, France-Afrique. C'est comme ça. Les gars réfléchissaient comme ça. Mais le paradigme a changé. Ouattara est en complicité avec Macron. Macron même humilie Ouattara. Il ne dit rien parce qu'il a peur. Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir par l'épée, vous avez peur qu'on vous enlève au pouvoir par la même épée. Mais la brutalité de Ouattara fait en sorte que le peuple ivoirien, qui est déjà fatigué, s'organise. Les activistes s'organisent. Au sein de la classe politique, ils s'organisent. Les fonctionnaires s'organisent. Donc, ça fait peur à la France. Donc, la France est en train de chercher à vouloir enlever Ouattara. Mais il faut mettre qui à la place? Parce qu'ils veulent ce scénario comme ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez vu le Gabon, non? Où on a enlevé Ali Ben Bongo Ondimba, qui se trouve aujourd'hui en Angola, pour installer un monsieur qui est pire que Ali Ben Bongo, qu'on appelle Général Brice Kotel Olengi Nguema. Ça n'a pas changé, hein? Le Gabon n'a pas changé. Hein? Olengi Nguema est là pour la France. Il est là, il fait exactement ce que son maître lui demande de faire, Emmanuel Macron. Ou Emmanuel Ocon, ou c'est Emmanuel Wacon, ou c'est Emmanuel Wagon. Vous voyez un peu les amis. Donc Ouattara
a peur. Il a eu une première tentative, peut-être qu'il y aura une deuxième tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens que je discute avec sont prêts. Ils sont prêts. Ouattara a éliminé totalement les autres candidats. Est-ce que c'est normal dans un pays? Laurent Gbagbo n'est pas éliminé. Thiam a des problèmes. Bon, il est revenu, mais bon, c'est le même genre. Vous avez qui encore? Guillaume Soro, que je n'aime pas beaucoup parce que lui, c'est un rebelle, mais il est repenti. C'est un fils de Laurent Gbagbo. Blé Goudé, les autres. Donc, il veut laisser le boulevard. Même aujourd'hui, Ouattara a peur de dire qu'il sera candidat parce qu'il n'est pas en sécurité. Depuis qu'il a essayé d'imposer l'insécurité dans l'AIS, ça s'est retourné. Il est en train d'avoir peur parce que là, ce qu'on a fait à Djibo, ce que les Burkinabés font partout là, ça fait peur à Alassane Dramane Ouattara. Donc, leur plan maintenant, c'est quoi? Si le coup d'État qu'on est en train de faire ne réussit pas, Ouattara avait fait changer la donne, donc à son avantage. Et c'est ce que les Français sont en train de proposer. Si on n'enlève pas Ouattara au pouvoir par un coup d'État, qu'est-ce qu'ils vont faire dès le mois prochain? Écoutez-moi les amis, chers Africains, chers combattants pour la liberté, chers Africains qui sont pour le changement, chers souverainistes. Monsieur Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron planifient donc quoi? Les attaques des terreaux au nord de la Côte d'Ivoire et dans certaines zones de la Côte d'Ivoire pour passer le message clair que c'est lui le garant de la paix, la sécurité en Côte d'Ivoire et tout, vraiment pour faire soumettre le peuple ivoirien. Il sait que le peuple ivoirien est hostile en 4e mandat. Il sait aussi qu'il est détesté en Côte d'Ivoire et pas que. Partout en Afrique, Alassane Dramane Ouattara, il est conscient qu'il est détesté. Donc du coup, c'est le plan là. L'insécurité, et quand il a l'insécurité, il prend la parole, un discours martial, le président, vraiment, c'est moi, de la garante de la sécurité, on ne va pas accepter cela, et que le peuple va s'aligner. Mais ça sera une erreur. Parce que si la France et la Côte d'Ivoire pensent que les bases qu'ils ont déplacées de 43e Bima à Abidjan pour aller à Bouaké pour préparer les attaques contre le Burkina Faso et l'AIS va les aider en faisant cela, c'est là où il va sauter rapidement. Donc à tout moment, Alassane Dramane Ouattara peut sauter, il a peur. Et ce monsieur finira où? À la Cour pénale internationale. Il ne va pas échapper à cela. Monsieur Alassane Dramane Ouattara ne va pas échapper à cela. Il va finir à la Cour pénale internationale. Les Ivoiriens ont tellement souffert à cause de lui. Il a pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Il a été financé par la France. Il a été soutenu par Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré est protégé aujourd'hui par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui va arriver. Même la France ne veut pas accueillir son ami d'hier, c'est lui qu'on a utilisé pour assassiner Thomas Sankara. Il est en Côte d'Ivoire en train de... Il se cache là, il se cache, il se courbe. C'est fini toutes ces choses-là. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Nous voulons l'indépendance totale de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Au Cameroun, partout, tous les pays avec des dirigeants vassalisés, ils vont partir. Ils vont partir. Les Africains ne méritent pas la souffrance. C'est quand je regarde certains frères qui ne comprennent pas la diaspora, je pleure. Quand je regarde certains esclaves de la maison qui ne comprennent pas certains Africains qui sont sur ce territoire, parce que nous, en Afrique, nous considérons l'Afrique comme un pays. On était un pays avant que des criminels ne se réunissent en 1984-85, entre novembre et février de ces années-là, pour diviser l'Afrique. L'Afrique forte est possible, mais c'est possible si on est unis. C'est possible si le peuple africain dénonce tout ce qui se passe actuellement. C'est ça.